Tu ne es pas le père, a hurlé ma femme lors de la baby shower pour que tout le monde l'entende. Je suis sorti et j'ai passé un appel. Son père lui a saisi le bras et a chuchoté, commence à le supplier. Tout de suite, ou tu perds tout. Ma femme a pris un microphone, lors d'une fête prénatale, et a dit à 70 invités que je n'étais pas le père. J'ai claqué la porte et passé un seul coup de fil. Son père est devenu blanc comme un linge, a couru vers elle, et lui a murmuré quelque chose qui a fait disparaître son sourire pour toujours. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait d'activer. Je m'appelle Elliot Hardroof. J'ai 44 ans. Je possède une petite entreprise qui répare et revend des équipements commerciaux, le genre de machines qui font tourner les restaurants et les centres de distribution. Je l'ai bâti à partir de rien. Juste un garage en location et un camion d'occasion. Et en 12 ans, j'en ai fait quelque chose dont je suis fier. J'ai un fils nommé Owen. Il a 8 ans, les dents du bonheur, obsédé par les dinosaures, est la meilleure chose à laquelle j'ai jamais participé. Et jusqu'à ce samedi après-midi de mars, je croyais que j'attendais un deuxième enfant. La fête prénatale était l'idée de Nathalie depuis le début, 70 invités, une salle louée à Riverside, des ballons pastels, et un buffet traiteur qui a coûté plus cher que mon premier camion. Son père, Gerald Whitmore, 75 ans, fondateur d'un fonds immobilier régional qui était dans sa famille depuis les années 80, était assis à la table d'honneur comme toujours, le dos droit, un bourbon à la main, observant tout avec ses yeux de conseil d'administration impassible. Owen avait été surexcité toute la matinée. Il a relevé ma manche avant que nous quittions la maison et a dit « Papa, tu penses que ça va être un garçon ou une fille ?» Je lui ai dit que je ne savais pas. Il a dit qu'il s'en fichait, tant que le bébé aimait les dinosaures. J'ai ri. Ce rire, j'ai l'impression qu'il appartenait à un autre homme maintenant. La salle était pleine et bruyante quand Nathalie a pris le microphone. Je me tenais près du fond, parlant à un fournisseur que je n'avais pas vu depuis un an, quand le bruit s'est estompé. Nathalie avait ce regard sur son visage, celui qu'elle portait quand elle avait déjà décidé quelque chose et qu'elle avait conquis un public pour cela. Elle a levé son verre, a souri à la salle, puis a tourné ses yeux directement vers moi. « Je pense qu'il est temps que tout le monde sache la vérité », a-t-elle dit, sa voix claire, lumineuse et parfaitement calme. Elliot n'est pas le père. La pièce n'a pas halté, elle s'est juste arrêtée. Les conversations ont été coupées en plein milieu. Quelqu'un a posé sa fourchette dans une assiette. Je suis resté là, tenant un verre d'eau pétillante, complètement immobile, tandis que 69 personnes me regardaient. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé vers elle. J'ai posé le verre sur la table la plus proche, boutonné ma veste et je suis sorti. Le parking était chaud et calme. J'ai sorti mon téléphone, fait défiler le seul contact, et j'ai appuyé sur appel. 2 sonneries. Il est temps, ai-je dit. Lance tout ce que nous avons discuté. Derrière moi, à travers les portes vitrées, je pouvais voir Gerald Whitmore se lever de sa chaise. Il a traversé la pièce en ligne droite, la mâchoire serrée, et a attrapé Nathalie par le bras. Il s'est penché près de son oreille, et même de l'extérieur, je pouvais lire la forme de ce qu'il disait, et la façon dont son visage a changé, passant de triomphant à pâle en environ 3 secondes. J'ai découvert plus tard exactement ce qu'il lui avait dit. Un ami qui se tenait assez près a entendu chaque mot. Gerald a dit, « Tu as la moindre idée de ce que tu viens de faire ? Commence à le supplier de revenir à l'intérieur tout de suite, ou tu vas absolument tout perdre. » Elle n'a pas bougé assez vite. Lui non plus. J'étais déjà en route pour le bureau de mon avocat. Les gens ont toujours supposé que Gerald Whitmore m'avait donné sa fille en mariage parce que j'étais utile. Il n'avait pas entièrement tort. Mais l'histoire complète est plus compliquée que cela. Et si vous voulez comprendre pourquoi un coup de fil dans un parking pourrait défaire un empire familial vieux de plusieurs décennies, vous devez comprendre comment il a été construit et en qui Gerald avait confiance pour le maintenir. J'ai rencontré Nathalie lors d'un salon professionnel à Phoenix il y a 11 ans. Elle arpentait l'exposition avec son père, apprenant le métier ou faisant semblant. J'étais là, essayant de vendre des unités de congélation commerciale remises à neuf à des chaînes de restaurants. Gerald m'a acculé dans mon stand, a regardé mes fiches techniques pendant environ 45 secondes et a dit « Vous savez vraiment ce que vous faites ». Venant de lui, c'était pratiquement une demande en mariage. Nathalie et moi sommes devenus sérieux en l'espace d'1 an. Gerald s'est réchauffé lentement,
comme les moteurs froids, à contre-cœur, et seulement sous pression. Mais au moment de notre mariage, quelque chose avait changé entre nous. Il m'avait vu gérer un litige contractuel, m'avait vu transformer un accord d'équipement défaillant en une revente rentable. Et quelque part en cours de route, il a cessé de me tester et a commencé à me parler comme un partenaire. Owen est arrivé 3 ans après le mariage. Gérald l'a tenu dans la chambre d'hôpital, avec la raideur prudente d'un homme qui n'avait jamais vraiment appris la tendresse, et j'ai vu quelque chose bouger derrière ses yeux que je n'avais pas vu auparavant. Il n'a pas dit grand-chose. Il n'en avait pas besoin. 2 ans après cela, Gérald m'a appelé dans son bureau à domicile, une pièce qui sentait le vieux bois, le bourbon et les décisions, et a tout exposé. Ses fils, les 2 frères de Nathalie, s'étaient montrés spectaculairement peu fiables. L'un avait dilapidé un fonds de développement immobilier, poursuivant un concept de complexe hôtelier au Nouveau-Mexique qui n'a jamais vu le jour. L'autre avait passé la majeure partie de l'année à consulter pour une start-up qui s'était avérée être un projet de vanité pour un colocataire de collège. Gérald avait 73 ans à l'époque et il en avait marre de prétendre que sa lignée protégerait son héritage. « J'ai besoin de quelqu'un qui lie un bilan comme un mécanicien lie un moteur », m'a-t-il dit en versant 2 versants demandés. « C'est toi, pas mes garçons. » Ce qu'il m'a remis n'était pas seulement un titre. C'était le contrôle opérationnel du fonds familial Whitmore, des propriétés immobilières dans 3 États, un portefeuille de propriétés commerciales, 2 fondations privées, et un ensemble de documents de gouvernance assez épais pour bloquer une porte. Enfoui dans ces documents, à une page que la plupart des gens n'atteindraient jamais, se trouvait une clause que son avocat avait rédigée des années plus tôt, après un discret scandale familial. Une clause de moralité, du genre qui donnait aux fiduciaires en exercice, moi, l'autorité pleine et entière de geler les distributions et les actifs si un bénéficiaire désigné s'engageait dans une conduite jugée publiquement préjudiciable à la réputation de la famille. Gérald ne l'a jamais mentionné directement. Je l'ai trouvé moi-même lors de ma première lecture complète. Je l'ai signalé en marge, l'ai classé et n'y ai plus pensé pendant des années, jusqu'à ce que j'en ai besoin. La semaine précédant la fête prénatale, quelque chose a changé. Nathalie était distraite d'une manière qui avait des angles. Pas la douce distraction de la fatigue de la grossesse, mais quelque chose de plus aiguisé, comme si elle répétait quelque chose dans sa tête. Elle a claqué 2 fois sur Owen pour rien. Elle a pris un appel dans le jardin et y est restée 20 minutes après la tombée de la nuit. Je ne l'ai pas confrontée. J'ai juste observé, et j'ai passé un coup de fil discret à mon avocat, un homme nommé Robert Callaway, qui s'occupait de mes contrats commerciaux depuis 6 ans. Si quelque chose se passe, lui ai-je dit, je veux être prêt à agir dans l'heure. Il n'a pas demandé quel genre de « quelque chose ». Il a juste dit, j'aurai tout préparé. Owen m'a demandé ce vendredi soir si le nouveau bébé pourrait partager ses livres de dinosaures. Je lui ai dit absolument. Il est allé se coucher satisfait. Je suis allé me coucher en sachant que l'après-midi suivant allait tout changer. Je ne savais juste pas encore jusqu'où les dégâts atteindraient. Le bureau de Robert Callaway était au 4e étage d'un immeuble du centre-ville qui sentait le nettoyant pour tapis et le vieux café. J'étais assis en face de son bureau depuis environ 20 minutes quand mon téléphone a commencé à sonner. Nathalie 4 fois de suite, puis Gérald, puis Nathalie à nouveau. J'ai posé le téléphone face cachée et j'ai continué à parler. Robert était le genre d'avocat qui ne paraissait jamais surpris. Il avait un bloc-notes jaune devant lui et un stylo qu'il cliquait sans sembler le remarquer. J'ai tout exposé, la clause, la documentation que j'avais déjà rassemblée au cours des 3 semaines précédentes, la nature de l'incident public. Il a écouté sans m'interrompre, a pris 6 lignes de notes, puis a dit « Vous comprenez que cela va aller vite une fois que nous aurons déposé le dossier. » Je lui ai dit que c'était exactement ce que je voulais. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, la voiture de Nathalie était dans l'allée et toutes les lumières de la maison étaient allumées. Owen était chez ma mère, j'avais arrangé cela le matin de la fête prénatale, juste au cas où. Je suis entré par le garage, j'ai posé mes clés sur le comptoir et je me suis versé un verre d'eau. Nathalie est descendue des escaliers comme si elle s'attendait à une bagarre. Elle avait ce regard, la mâchoire en avant, les yeux perçants, les épaules fermes. Elle avait changé sa robe de fête prénatale pour un jean et un pull, ce qui rendait le tout encore plus délibéré. « Tu dois arrêter ce que tu as commencé », a-t-elle dit. « Appelle Robert et dis-lui de se retirer. » J'ai bu de l'eau. « Non. Elliot,
Sa voix avait ce ton particulier qu'elle utilisait quand elle pensait que le volume seul pouvait me faire bouger. C'est insensé. Tu vas faire exploser toute notre famille pour un seul instant. Tu l'as fait exploser, ai-je dit. Je ne fais que déposer les papiers. Elle a croisé les bras. Mon père va annuler ça. Il appellera le conseil d'administration et te fera révoquer ton accès avant la fin de la semaine. J'ai posé le verre et les regardé directement. Nathalie, ton père m'a nommé exécutif avec une autorité pleine et irrévocable. Ses mots, son avocat, sa signature. Il peut appeler qui il veut. La clause est déjà déclenchée. Le gel est déjà en mouvement, et il n'y a rien dans ce document qui lui permette d'annuler ma décision unilatéralement. Tu devrais lire la page 47 de la charte avant de faire d'autres promesses sur ce qu'il peut arranger. La certitude sur son visage a vacillé, juste une seconde. C'est plus que juste aujourd'hui, ai-je continué. Tu t'éloignes depuis 8 mois. Tu as cessé de me parler comme un partenaire. Tu as commencé à me gérer comme un problème. Et maintenant, tu t'es levé devant 69 personnes et tu leur as dit que notre bébé n'était pas le mien. Ce n'est pas un moment. C'est une conclusion. Tu es dramatique, a-t-elle dit, mais sa voix avait moins d'acier maintenant. Je suis précis, ai-je répondu. Il y a une différence. Elle a essayé 3 autres angles au cours des 40 minutes suivantes. Elle a dit que je punissais Owen. Je lui ai dit qu'Owen était protégé. Son allocation fiduciaire était structurée séparément et je n'y avais pas touché. Elle a dit que je l'humiliais. J'ai dit qu'elle s'en était occupée elle-même. Elle a dit que son père dirait au conseil que j'avais agi de mauvaise foi. Je lui ai dit de le laisser essayer et lui ai rappelé que le comité de conformité incluait 2 des cousins les plus conservateurs de Gérald, dont aucun n'avait oublié le désastre du complexe hôtelier au Nouveau-Mexique. Celui-là a fait mouche. Elle s'est assise sur le canapé et est restée silencieuse un instant. Quand elle a parlé à nouveau, la colère avait disparu, et quelque chose de plus petit l'avait remplacée. Que veux-tu de moi, Elliot, en ce moment? J'ai ramassé mes clés. Rien. Je vais chercher Owen chez ma mère. Il veut rentrer à la maison et cette maison lui appartient toujours, quoi qu'il arrive entre nous. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère à Riverside, et Owen a couru à la porte en chaussettes et m'a serré la taille sans poser une seule question sur l'endroit où j'étais allé. J'ai tenu bon pendant un long moment. Certaines choses n'ont pas besoin de documents. Elles ont juste besoin de rester debout. Le kit ADN est resté dans mon tiroir de bureau pendant 11 jours avant que je l'utilise. Je l'avais commandé le matin après la fête prénatale, le même jour où j'ai rencontré Robert pendant que mon téléphone était toujours posé face cachée sur son bureau. Ce n'était pas impulsif. C'était la question que je refusais de poser à voix haute depuis des mois. Et une fois que Nathalie y avait répondu publiquement, devant 69 témoins, j'ai pensé que je me devais la version privée aussi. Owen ne savait rien de ce qui se passait. Il allait à l'école, rentrait à la maison, mangeait des céréales au petit déjeuner, se disputait à l'heure du coucher et construisait des habitats de dinosaures de plus en plus ambitieux avec des cartons dans le couloir. Je l'observais et essayais de ne pas faire le calcul sur ses traits. Essayais de ne pas remarquer la façon dont il plissait les yeux quand il se concentrait de la même manière que moi. Essayais de ne pas remarquer et remarquais quand même. J'ai fait le prélèvement sur l'enfant un mardi soir pendant qu'il dormait. Je l'ai envoyé le mercredi matin en allant au magasin. Je suis retourné au travail. 2 unités de réfrigération industrielle à réviser, un four commercial nécessitant un remplacement complet de la carte de contrôle, et je gardais mes mains occupées pendant que ma tête tournait. Les résultats sont arrivés un jeudi, 11 jours plus tard. J'étais assis à mon établi quand la notification par email a sonné sur mon téléphone. J'ai posé la clé à douille, essuyé mes mains sur un chiffon d'atelier, et je l'ai ouverte. Owen James Hardroof, probabilité de paternité, 99,98%. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé le téléphone sur l'établi et je suis resté très immobile pendant environ 2 minutes. Il était à moi, complètement, mathématiquement, sans ambiguïté à moi. Je ne sais pas exactement à quoi je m'étais préparé. Je me suis dit que j'étais prêt à n'importe quel résultat, mais assis là dans mon atelier avec de la graisse sur les avant-bras et ce chiffre sur mon écran, quelque chose que je n'avais pas réalisé que je retenais s'est libéré d'un coup. Et j'ai dû poser les 2 mains à plat sur l'établi pour m'empêcher de faire quelque chose d'embarrassant. Il était à moi. Ce soir-là,
J'ai récupéré Owen à l'école et je l'ai emmené manger des hamburgers. Son choix, toujours le même endroit, toujours un double cheeseburger sans cornichon. Nous nous sommes assis dans une cabine près de la fenêtre, et il a parlé d'un projet que sa classe faisait sur les volcans, et si les volcans étaient plus dangereux que les astéroïdes, et ce qui se passerait si un volcan entrait en éruption dans une ville. J'ai écouté chaque mot. À un moment donné, il a levé les yeux de son assiette et a dit, « Papa, est-ce que toi et maman allez arrêter de vivre ensemble ? Les enfants n'y vont pas par 4 chemins. » J'ai toujours admiré cela chez eux. Les choses vont changer, lui ai-je dit honnêtement. Mais je ne vais nulle part. Pas de toi. Cette partie reste la même, quoi qu'il arrive. Il y a réfléchi un instant, en mâchant, puis il a dit, « D'accord, je peux avoir un milkshake ?» Je lui ai dit qu'il pouvait en avoir 2 s'il voulait. Il s'est contenté d'un chocolat et est retourné à Volcano. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, je me suis assis à la table de la cuisine avec une copie des documents de la fiducie et la dernière mise à jour de Robert. Le gel était maintenu. Gérald avait contacté le conseil de conformité 2 fois et avait été renvoyé à la charte les 2 fois. L'enquête juridique informelle de Nathalie n'avait abouti à rien. La machine fonctionnait exactement comme prévu. Mais ce n'était pas à cela que je pensais. Je pensais à un garçon de 9 ans posant une question juste autour d'un double cheeseburger et obtenant une réponse directe, et décidant qu'un milkshake était la bonne réponse. Ce gamin avait ses priorités en ordre. J'allais m'assurer de garder les miennes de la même manière. Robert Callaway n'a pas recommandé d'engager un détective privé. Il a dit que ce n'était pas légalement nécessaire, l'incident public à lui seul était suffisant pour maintenir la clause. Mais il a aussi dit, et je me souviens de ces mots exacts, « Si vous voulez connaître la pleine mesure de ce à quoi vous avez affaire, c'est une autre sorte de préparation. » Il a glissé une carte de visite sur le bureau sans en faire une suggestion, juste une information. J'ai appelé le numéro ce soir-là. Le nom de l'enquêteur était Frank Delney, une 50aine d'années, ancien expert en fraude à l'assurance, aucune présence sur les réseaux sociaux, ce que j'ai pris comme un bon signe. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant près de mon atelier le mardi suivant. Il a bu du café noir, posé 8 questions directes et facturé un tarif forfaitaire. Je l'ai engagé sur le champ. Il m'a recontacté 9 jours plus tard. J'étais à l'atelier quand il a appelé, à mi-chemin du recablage d'un panneau de commande de la vaisselle commerciale. J'ai dit à mon technicien de finir le travail et j'ai pris l'appel dans mon bureau, une petite pièce au rez-de-chaussée avec une fenêtre qui donnait sur le parc d'équipement. Le rapport de Frank était précis. L'homme s'appelait Troy Bravtoft, 40 ans. Il travaillait comme directeur des ventes régionales pour une entreprise de fourniture de cuisine commerciale, le même secteur dans lequel j'opérais, ce qui expliquait comment nos chemins s'étaient croisés. Lui et Nathalie s'étaient apparemment rencontrés lors d'un événement de réseautage de l'industrie il y a 14 mois. Frank avait des photographies horodatées de 3 endroits distincts, un restaurant à Pasadena, un parking d'hôtel à Burbank, un café à 2 pâtés de maison de l'école d'Owen. Cette dernière s'est installée dans ma poitrine comme un charbon ardent. Il y avait plus. Troy Bravtoft n'avait aucune idée que Nathalie était enceinte. Frank l'a confirmé par une source au sein du lieu de travail de Troy, une assistante qui avait entendu une conversation téléphonique dans laquelle Troy exprimait avec une certaine agitation qu'il venait d'apprendre l'annonce de la fête prénatale par des contacts industriels mutuels et n'avait aucune connaissance préalable de la grossesse de Nathalie. Il était, de l'avis général, sidéré. Donc, elle l'avait utilisé sans le lui dire, et elle m'avait utilisé comme le filet de sécurité financier sur lequel elle comptait atterrir. J'ai ruminé cela pendant longtemps après avoir raccroché. L'après-midi suivant, les frères de Nathalie se sont présentés à mon atelier sans prévenir. Les deux, Derek et Paul Whitmore, 45 ans, des bronzages qu'ils ne pouvaient pas se permettre, et des attitudes calibrées pour des hommes ayant plus de poids qu'ils n'en avaient réellement. Derek a fait la majeure partie de la conversation. Il se tenait dans mon parc d'équipement dans un blazer et m'a dit que je faisais une erreur, que la famille se réunirait pour résoudre cela en privé, que je devais me retirer et laisser Gérald s'en occuper. J'ai écouté tout cela sans l'interrompre. Quand il a fini, j'ai dit, « Avez-vous terminé ?» Derek a cligné des yeux. « Elliot, j'essaie de. » J'ai 2 caméras couvrant cette cour, ai-je dit. Une à la porte, une sur le mur sud. Les 2 enregistrent avec le son. Tout ce que vous êtes venu dire est maintenant enregistré. Donc,
si l'un de vous compte faire suivre cette conversation par quoi que ce soit qui ressemble à de l'intimidation ou de l'ingérence, Robert Callaway aura les images avant que vous ne soyez de retour sur l'autoroute. Paul, qui n'avait pas dit grand-chose, a regardé la caméra au-dessus de la porte sud. Il a touché le bras de Derek. Ils sont partis. J'ai transmis les images à Robert ce soir-là. Il les a déposées avec le dossier de conformité le lendemain matin. Gérald m'a appelé 2 jours plus tard. Il avait appelé Robert, qui le redirigeait constamment vers la charte, et apparemment il avait finalement décidé d'essayer de me joindre directement. La conversation fut brève. Il a commencé par exprimer sa déception, et rapidement passé à la pression, et est arrivé à une suggestion à peine voilée que je nuisais à l'héritage familial pour des raisons personnelles. Gérald, ai-je dit, vous m'avez donné l'autorité de protéger cette fiducie précisément contre ce genre d'événement de réputation. Vous avez écrit la clause. Votre avocat l'a rédigée. Votre signature est sur chaque page. Si vous souhaitez argumenter que j'abuse de mon autorité, vous êtes libre de présenter cette position au Conseil de conformité. Je vous y retrouverai. Il est resté silencieux. Puis, d'une voix plus basse, il a dit, c'est ma fille. Je sais, ai-je dit. Et Owen est mon fils. J'ai les papiers pour le prouver. Il n'a pas répondu à cela. L'appel s'est terminé peu après. Cette nuit-là, je me suis assis sur le seuil de la porte d'Owen après qu'il se soit endormi et les regardé respirer un moment. Il était enroulé autour d'un tricératops en peluche qu'il avait depuis l'âge de 3 ans, un pied pendant du bord du matelas, complètement paisible, complètement inconscient. J'ai pensé à 3 Bravetoft, qui n'avaient pas su pour la grossesse. J'ai pensé à Nathalie, qui avait planifié toute la chorégraphie de cette fête prénatale avec une précision qui m'impressionnait encore d'une manière sinistre. J'ai pensé à Gérald, qui avait construit un empire et en avait confié les clés à la seule personne en qui il avait confiance et découvrait maintenant ce que cela signifiait réellement. Et puis j'ai cessé de penser à eux tous et j'ai juste regardé mon fils dormir. Certains problèmes se résolvent avec des documents. Certaines choses, il faut juste les protéger. Robert m'a appelé un jeudi matin, avec le genre de voix qui signifie qu'il a trouvé quelque chose d'important et qu'il choisit ses mots avec soin. Il y a quelque chose dans l'examen de la fiducie que vous devez voir en personne, a-t-il dit. Venez cet après-midi. J'ai réorganisé 2 rendez-vous clients et j'étais à son bureau à 14 heures. Il avait un résumé imprimé sur le bureau et une feuille de calcul ouverte sur son moniteur. L'examen de conformité de la fiducie, déclenché par l'activation de la clause, avait impliqué un audit complet de tous les comptes sous la charte. Procédure standard. Ce qui n'était pas standard, c'était ce que l'auditeur avait mis en évidence dans la structure des comptes offshore. Sur une période d'environ 4 ans, une série de transferts avait déplacé des fonds d'une des fondations de la fiducie au Delaware vers un compte privé au seul nom de Gérald. Les transferts étaient petits individuellement, entre 8 et 20 000 $ chacun, mais il y en avait 41. Le total s'élevait à un peu moins de 900 000 $. Je me suis assis sur la chaise en face de Robert et j'ai regardé la feuille de calcul pendant un long moment sans parler. C'est de l'évasion fiscale, ai-je demandé. C'est à un expert comptable judiciaire de le déterminer, a dit Robert avec prudence. Ce que je peux vous dire, c'est que ces transferts n'étaient pas autorisés en vertu des documents régissant la fiducie. Et en tant qu'exécutif en exercice, vous êtes tenu de les signaler au Conseil de conformité. Je me suis penché en arrière. Gérald a fait ça lui-même. Le compte est à son nom. Les autorisations de transfert portent sa signature numérique. L'image qui s'assemblait dans ma tête n'était pas flatteuse. Gérald avait créé une fiducie. Il s'était fait patriarche, architecte, autorité morale. Il avait sermonné ses fils sur la responsabilité fiscale, tout en déplaçant discrètement 900 000 $ d'un compte de fondation vers ses avoirs personnels. Il m'avait remis les clés du coffre, sans jamais imaginer que je regarderais dans les coins. Déposer une plainte, ai-je dit. Robert a fait une pause. Elliot, vous comprenez que cela implique Gérald directement. Cela pourrait déclencher un examen de l'autorité fiscale. Cela pourrait affecter son. Je comprends, ai-je dit. Déposer une plainte. Il a hoché la tête et a pris une note. J'ai repris la route jusqu'à l'atelier et je me suis assis dans mon bureau pendant 20 minutes avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je n'étais pas en colère contre Gérald. J'étais quelque chose de plus froid que la colère. J'en avais fini d'être surpris.
L'homme qui m'avait dit que j'étais le seul en qui il avait confiance gérait son propre compte parallèle depuis le début. Tout le monde dans cette famille avait un angle. La différence entre eux et moi, c'est que le mien était par écrit, autorisé, et entièrement au-dessus de la table. J'ai appelé Gérald ce soir-là. Il a décroché à la première sonnerie, ce qui m'a dit qu'il attendait. L'audit de conformité a trouvé les transferts du Delaware, ai-je dit. J'ai demandé à Robert de les signaler au conseil d'administration. Silence. Puis, Elliot, ce sont des arrangements privés qui précèdent votre. Ils précèdent la charte, ai-je dit. Et ils ne sont pas autorisés par elle. Vous le savez. J'ai construit cette fiducie, a-t-il dit, sa voix baissant. J'ai tout construit en elle. Je sais, ai-je dit. Ce qui signifie que vous saviez exactement quelles étaient les règles lorsque vous les avez enfreintes. Un autre silence. Plus long cette fois-ci. Que voulez-vous, a-t-il demandé finalement. Non pas exigeant, juste fatigué. Je ne veux rien de vous, Gérald. Je n'utilise pas cela comme levier. Les règles exigent un rapport, et je suis les règles. Les mêmes règles que vous avez mises en place. Si vous souhaitez devancer cela avec le conseil d'administration vous-même avant le dépôt formel, vous avez environ 48 heures. J'ai raccroché et je me suis assis dans ma voiture, sur le parking de mon propre atelier, écoutant le ronronnement de l'équipement à travers les murs, compresseurs qui tournent, ventilateurs qui fonctionnent, le son ordinaire des choses qui fonctionnent comme prévu. Je n'ai jamais voulu tout cela. La fiducie, l'autorité, l'audit, la confrontation avec un homme de 75 ans qui pensait s'être prémuni pour la retraite en faisant confiance au bon gendre. Je voulais juste gérer mon entreprise, élever mon fils, et me coucher sans une pierre sur la poitrine. Mais j'étais là, et le travail n'était pas encore terminé. Le dépôt de la demande au tribunal de la famille a eu lieu un mardi. L'avocat de Nathalie, un homme nommé Victor Prass, spécialisé dans les divorces à enjeux financiers élevés et possédant le genre de confiance tranquille qui vient d'avoir gagné suffisamment de dossiers pour ne plus s'inquiéter de ce qu'il pourrait perdre, a soumis une requête d'urgence. Il affirmait que mon invocation de la clause de fiducie constituait une contrainte financière et créait un environnement de détresse émotionnelle pour une femme enceinte. Il demandait la restauration immédiate de l'accès de Nathalie aux distributions de la fiducie, et un gel temporaire de toute nouvelle révision d'actifs. Robert Callaway a déposé la réponse le jeudi après-midi. J'étais assis dans son bureau pendant qu'il me la détaillait. Le contre-dépôt était précis et méthodique, 41 pages qui abordaient chaque affirmation de Prass, citaient le langage spécifique de la charte autorisant mes actions, et joignaient en pièces jointes la documentation vidéo de l'incident de la fête prénatale. Les conclusions préliminaires du Conseil de conformité, et une copie certifiée des documents régissant la fiducie, y compris la clause de moralité et sa définition du préjudice de réputation. La motion d'urgence est un coup d'ouverture standard, a dit Robert, en se penchant en arrière sur sa chaise. Il essaie de créer de l'urgence là où il n'y en a pas. Le libellé de la clause est inattaquable. Un juge aux affaires familiales ne va pas annuler la gouvernance interne d'une fiducie privée sur la base d'une détresse émotionnelle sans preuve substantielle de faute. Et il n'y a pas de faute ici. La juge a rejeté la requête dans les 48 heures. Procédure opératoire standard, base insuffisante pour une mesure d'urgence. Prass a déposé une nouvelle requête standard. Robert a dit que nous répondrions en temps voulu et de ne pas s'en faire. Je ne perdais pas le sommeil à cause de la procédure judiciaire. Je le perdais à cause du prochain coup de Nathalie. Cela est arrivé un vendredi soir. J'ai récupéré Owen à l'école, et il était silencieux à l'arrière de la voiture d'une manière qui n'était pas son silence habituel. Les silences d'Owen sont normalement le genre qui précède une question sur la biologie des dinosaures ou si les trous noirs font du bruit. Celui-ci était différent. Il regardait par la fenêtre et tenait son sac à dos sur ses genoux comme s'il avait froid. « Maman a appelé l'école aujourd'hui », a-t-il dit à environ 2 minutes de la maison. J'ai gardé les yeux sur la route. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit à Madame Alderman que je devrais rentrer avec Papy Gérald après l'école les vendredis à partir de maintenant. Il a fait une pause. Madame Alderman t'a appelé, n'est-ce pas? Elle l'a fait, ai-je dit. Madame Alderman m'avait appelé à midi et j'avais déjà parlé au coordinateur administratif de l'école pour autoriser les ramassages. Mon nom était le contact principal. Celui de Gérald ne l'était pas. J'ai dit à Madame Alderman que je voulais rentrer avec toi, a dit Owen. J'ai jeté un coup d'œil à lui dans le rétroviseur.
Tu l'as fait? Oui. Il a haussé les épaules, avec le détachement particulier d'un enfant de 8 ans qui essaie de ne pas faire toute une histoire de quelque chose d'important. Je ne voulais pas aller chez papy sans savoir si tu savais. J'ai tourné dans notre rue et me suis arrêté à un feu. Owen, tu as fait exactement ce qu'il fallait. Et pour info, où que tu ailles après l'école, je le saurai toujours à l'avance. C'est une garantie. Il a hoché la tête et a semblé se calmer. Quand nous sommes arrivés à la maison, il demandait ce qu'il y avait pour le dîner. Et une fois le dîner terminé, il construisait quelque chose d'architectural avec les cartons dans le couloir. J'ai appelé Robert ce soir-là et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il l'a ajouté au dossier. La semaine suivante, il a déposé une demande de garde physique principale, citant des interférences parentales documentées avec les protocoles scolaires établis. Il a également cité la préférence exprimée par Owen, qui en Californie, avait du poids dans les procédures du tribunal de la famille une fois qu'un enfant atteignait un certain niveau de maturité démontré. Victor Pras a déposé une contre-motion arguant que la grossesse de Nathalie lui donnait droit à une considération résidentielle prioritaire. Le juge a fixé une audience dans 3 semaines. Pendant ce temps, sur une voie distincte, le Conseil de conformité a achevé son examen préliminaire des transferts non autorisés de Gérald. Le Conseil, présidé par le propre cousin de Gérald, un banquier à la retraite conservateur nommé Arthur Felton, qui n'avait aucune patience pour ce qu'il appelait en privé la « créativité comptable familiale », a émis une constatation formelle de distribution non autorisée. L'affaire a été renvoyée à l'expert comptable judiciaire de la fiduciaire, conformément aux exigences de déclaration, signalées à l'autorité fiscale compétente pour examen. Gérald m'a appelé le soir où la conclusion a été rendue. Il était presque 22 heures. Il semblait plus âgé qu'il ne l'avait été 3 semaines auparavant, ce que je n'aurais pas cru possible. Arthur Felton m'a appelé cet après-midi, a-t-il dit. 22 ans que nous sommes dans le même groupe de golf du dimanche. Je sais, ai-je dit. Était-ce nécessaire, Elliot? Le signaler aux autorités fiscales? C'était obligatoire, ai-je dit. Charte, annexe 7. Robert l'a signalé parce que c'est obligatoire. Je n'avais pas de discrétion, et lui non plus. Une longue pause. J'ai construit cette fiducie à partir de rien. 40 ans. Je sais que vous l'avez fait, ai-je dit. C'est pourquoi les règles que vous avez écrites devraient s'appliquer à tout le monde, y compris à vous. Il n'a pas répondu immédiatement. Quand il l'a fait, sa voix avait basculé vers quelque chose qui n'était pas tout à fait des excuses, mais qui s'en approchait. J'ai mal jugé certaines choses, a-t-il dit, à propos de Nathalie, de ce dont elle était capable. Moi aussi, ai-je dit. Pendant environ 8 ans. Nous en sommes restés là. Pas chaleureux, pas froid, juste 2 hommes qui avaient tous deux été déjoués par quelqu'un en qui ils avaient confiance, et qui géraient maintenant les conséquences de différentes manières. Le lundi suivant, 3 Bravetoft a déposé une déclaration volontaire de reconnaissance de paternité par l'intermédiaire d'un avocat spécialisé en droit de la famille à Pasadena. Il avait apparemment retenu les services d'un avocat la semaine précédente. Robert m'a dit que c'était en fait utile. Cela signifiait que la question de la filiation légale de l'enfant à naître serait résolue par les voies appropriées, sans que je sois nommé dans aucune procédure contestée. La biologie était claire. Les formalités suivraient. Je n'étais pas nommé père. Je n'allais pas me battre pour l'être. Ce chapitre appartenait à quelqu'un d'autre. Mon chapitre était Owen. Et l'audience qui devait avoir lieu dans 3 semaines, et le mardi matin tranquille et ordinaire où je le déposais à l'école et il se retournait à la grille, me faisant le même signe à 2 doigts qu'il faisait toujours, et disparaissait par les portes sans regarder en arrière. Cette vague valait tous les documents que j'avais déposés. L'événement de relance a eu lieu dans un loft prêté à Culver City. J'en ai entendu parler par Frank Delney, qui était resté vaguement lié à l'affaire à ma demande. Nathalie avait organisé ce qu'elle appelait une « réception communautaire », un rassemblement sur invitation seulement pour les sympathisants de sa fondation, les membres du conseil d'administration et une sélection de contacts médiatiques qu'elle avait cultivés au fil des ans. Le but déclaré était de clarifier les récentes idées fausses et de réaffirmer l'engagement de la fondation envers sa mission. Frank y a assisté en tant que contact fournisseur d'une des entreprises de traiteurs. Il m'a envoyé un résumé de 2 paragraphes ce soir-là. 41 personnes se sont présentées. Sur les 18 membres du conseil d'administration qui avaient reçu des invitations, 6 sont venus.
Les autres ont envoyé leurs regrets ou n'ont tout simplement pas répondu. L'événement a duré 90 minutes. Nathalie a fait une déclaration préparée sur la vie privée, les défis personnels et l'importance du contexte. Il n'y a pas eu de question de l'Assemblée. Le traiteur a été décrit par Franck, avec son euphémisme caractéristique, comme « ambitieux ». 3 jours plus tard, le conseil d'administration de la Fondation Aven a voté pour retirer Nathalie de son rôle d'ambassadrice. La lettre était formelle, brève, et citait une conduite incompatible avec les valeurs organisationnelles. Une marque de bien-être boutique qui avait été en pourparlers préliminaires de partenariat a discrètement informé sa représentation qu'elle poursuivait d'autres opportunités. Une publication régionale sur le mode de vie qui devait la présenter dans un numéro d'automne a retiré l'article sans explication. Le nombre d'abonnés de Nathalie sur les réseaux sociaux était d'environ 44 000 avant la fête prénatale. À la 6e semaine, il était tombé à 31 000, et les commentaires sur ces publications restantes avaient le ton particulier d'un public qui avait décidé de regarder plutôt que de s'engager. Elle a déposé une motion, alléguant que sa grossesse lui donnait droit à une résolution accélérée de la question de la garde, et demandant au tribunal de considérer sa situation financière réduite, résultat direct du gel de la fiducie, comme un facteur dans la détermination de la pension alimentaire. Victor Pras a plaidé avec conviction. Robert Callaway a répliqué avec des documents. La juge, une femme intransigeante nommée l'honorable Patricia Drummond, a examiné les 2 dossiers et a fixé une audience formelle. À cette audience, 3 choses importantes se sont produites. Premièrement, le conseiller scolaire d'Owen a soumis une déclaration écrite décrivant la préférence exprimée par Owen de rester sous la garde principale de son père. Ses performances académiques stables et sa présentation émotionnelle constante pendant ce que le conseiller a décrit comme une période de stress familial évident. Deuxièmement, la juge Drummond a refusé de considérer le gel de la fiducie comme un facteur pertinent dans le calcul de la pension alimentaire, notant que le gel résultait d'une conduite documentée de la pétitionnaire, et non d'une action du défendeur qui aurait réduit les ressources disponibles. Troisièmement, et le plus significativement, lorsque l'avocat de Nathalie a fait valoir que sa grossesse créait des circonstances spéciales justifiant une priorité résidentielle. La juge Drummond a posé une question directe, qui était le père nommé de l'enfant à naître sur le dossier légal actuel ? Victor Pras a répondu que la paternité était une question distincte en attente de résolution. La juge Drummond a noté la réponse au dossier, l'a laissée telle qu'elle, et a poursuivi. Nathalie a tenté d'utiliser Owen 2 fois de plus dans les semaines qui ont suivi. La première fois, elle l'a appelé directement sur sa tablette scolaire pendant le déjeuner, un appareil censé être utilisé uniquement pour le travail scolaire, et a eu une conversation de 20 minutes qu'Owen m'a décrite ce soir-là comme « bizarre et un peu triste ». Il a dit qu'elle lui avait demandé s'il lui manquait. Il m'a dit qu'il n'avait pas su quoi répondre. J'ai documenté cela et l'ai ajouté au dossier de Robert. La deuxième fois, elle a envoyé un message par l'intermédiaire de l'entraîneur de football du week-end d'Owen, un bénévole nommé Case, qui n'avait aucune idée qu'il était utilisé comme messager, demandant à Owen de me dire qu'elle voulait parler. Owen est rentré de l'entraînement, a transmis le message mot pour mot avec la précision factuelle d'un enfant qui ne comprend pas encore le sous-texte adulte, puis a demandé s'il pouvait avoir une glace. Je lui ai donné la glace et j'ai appelé Robert. Robert a déposé une requête citant des tentatives documentées d'utiliser un enfant mineur comme intermédiaire dans des procédures juridiques pour adultes. La juge Drummond l'a ajouté au dossier avec une note indiquant que toute nouvelle tentative de contact acheminée par l'enfant serait traitée comme une ingérence dans les procédures de garde. Nathalie est devenue silencieuse après cela, non pas parce qu'elle avait accepté quoi que ce soit, je le soupçonnais, mais parce que Victor Pras lui avait finalement dit ce que Robert me disait depuis le début. Le terrain légal sur lequel elle se tenait était mince, et plus elle bougeait dessus, plus il s'effondrait sous elle. Le conseil d'administration de la Fondation Aven a nommé une nouvelle ambassadrice, une ancienne présentatrice de nouvelles locales qui s'était orientée vers la défense du bien-être. L'annonce a été chaleureusement accueillie. Personne n'a mentionné Nathalie par son nom. J'avais 3 semaines avant l'audience de garde. Je les ai passés à travailler, à aller chercher Owen à l'école, à l'aider avec son projet scientifique sur les plaques tectoniques, et à manger des céréales avec lui le samedi matin pendant qu'il regardait des documentaires sur la nature. Des choses simples, des choses réelles, le genre qui ne font pas la une et qui n'exigent pas d'avocat. Le genre qui tient. L'audience de garde était prévue un mardi matin, dans un bâtiment du tribunal de la famille du centre-ville de Riverside, qui sentait la cire à plancher et l'air recyclé. Je suis arrivé 20 minutes en avance avec Robert Callaway,
2 dossiers de documentation et le calme particulier qui vient de savoir que l'on a fait tout ce que l'on pouvait avant de franchir une porte. Victor Pras était déjà là avec Nathalie à notre arrivée. Elle semblait sereine, comme le sont les gens qui s'y sont efforcés. Cheveux nets, expression neutre, mains jointes sur la table. Je me suis assis de l'autre côté de la pièce et je n'ai pas fixé. La juge Patricia Drummond dirigeait une salle d'audience avec rigueur. Elle avait examiné les dossiers à l'avance, ce qui était évident par la façon dont elle menait les débats sans faire de pause pour s'orienter. Elle posait des questions directes, acceptait des réponses directes, et avait l'impatience particulière de quelqu'un qui était resté assez longtemps au tribunal de la famille pour distinguer un argument fabriqué d'un argument sincère. Victor Pras a commencé par réitérer la grossesse de Nathalie et la difficulté émotionnelle des circonstances actuelles. Il a soutenu que perturber la relation d'un enfant avec sa mère pendant cette période causerait un préjudice durable. Il était éloquent et organisé. C'était un bon argument pour un dossier plus faible. Robert a répondu avec le dossier documenté, la déclaration écrite du conseiller scolaire d'Owen, l'incident avec la tablette scolaire, la situation de l'entraîneur de football, les conclusions du conseil de conformité, le rejet des 2 motions d'urgence. Le dossier de reconnaissance de paternité déposé par 3 Bravetoft. Il a tout présenté en séquence, calmement, sans théâtre. La juge Drummond a demandé que la déclaration du conseiller d'Owen soit lue au procès-verbal. Elle comportait 3 paragraphes. La partie pertinente disait, Owen a exprimé à plusieurs reprises et sans y être invité une préférence claire de rester sous la garde de son père. Il est émotionnellement stable, académiquement constant, et démontre un attachement sûr à son père que je considérerais comme un facteur protecteur primaire pendant cette période de transition. La juge Drummond m'a accordé la garde physique principale d'Owen. Elle a établi un calendrier de visites structuré pour Nathalie, 2 week-ends par mois et une soirée en semaine, tous les échanges devant avoir lieu dans un lieu neutre et toutes les communications entre les parents devant être effectuées via une application de coparentalité désignée. Elle a noté les tentatives précédentes d'utiliser Owen comme intermédiaire et a déclaré clairement que toute récurrence serait traitée comme une violation de l'ordonnance parentale. Nathalie n'a rien dit quand la décision a été lue. Elle a gardé les mains jointes. Victor Pras a écrit quelque chose sur son bloc-notes. J'ai remercié Robert sur le parking. Il a dit que j'avais fait le travail et que le résultat le reflétait. Nous nous sommes serrés la main et il est parti. Je me suis assis dans mon camion un instant avant de démarrer le moteur. Owen était à l'école. Je le récupérais à 15h15, comme tous les mardis. Il ne savait rien de l'audience. Je lui raconterai simplement, avec les bons mots, ce soir-là. L'appel est arrivé 12 jours plus tard. C'était Gérald, pas son ton mesuré habituel, quelque chose de plus fin, de plus prudent. Il a dit que Nathalie avait été admise au Riverside University Health System la nuit précédente. Elle avait eu un accouchement prématuré à 34 semaines. Il y avait eu des complications. Le bébé avait été délivré par procédure d'urgence. Le bébé était en vie, petit, en néonatologie, mais stable. Nathalie se rétablissait. Je suis resté là, pensif, pendant un long moment. Gérald ne m'a rien demandé. Il m'a juste informé. Comme un homme informe quelqu'un qu'il estime mériter l'information, quelles que soient les circonstances. Merci d'avoir appelé, ai-je dit. Elle a fait ses choix, a-t-il dit. Moi aussi. Mais c'est toujours ma fille. Je sais, ai-je dit. Nous avons mis fin à l'appel sans fioriture. Je suis allé chercher Owen à l'école. Et sur le chemin du retour, je lui ai dit, avec soin et simplicité, que sa mère avait été à l'hôpital mais allait bien. Il est resté silencieux un instant, puis a demandé si le bébé allait bien aussi. Je lui ai dit que le bébé était petit, mais qu'il était soigné par de bons médecins. Il a hoché la tête et a regardé par la fenêtre. Après une minute, il a dit, « Papa, on peut avoir un aquarium ?» J'ai ri, j'ai vraiment ri, le premier vrai rire depuis des semaines, et je lui ai dit que nous pourrions y penser. 3 Bravetoft a visité l'hôpital le lendemain. Gérald me l'a également raconté lors d'une conversation ultérieure. Il s'était assis en néonatologie et avait tenu sa fille pendant 20 minutes. Que cela aboutisse à quelque chose à l'avenir, c'était entre eux et les avocats qu'ils impliqueraient éventuellement. Ce n'était plus mon histoire. La mienne était le gamin qui demandait un aquarium. 8 mois après l'audience, j'ai acheté une maison sur Clement Street, dans un quartier tranquille de Corona.
3 chambres, un garage pour 2 voitures que j'ai immédiatement transformé en annexe atelier, un jardin avec de la place pour qu'Owen fasse ce qu'Owen allait faire ensuite. J'ai payé comptant, pas avec les fonds de la fiducie. Pas un centime n'avait jamais touché mes comptes personnels. Et j'avais gardé les choses ainsi par principe, grâce à ma propre entreprise, qui avait connu une croissance constante au cours de la dernière année, comme les entreprises ont tendance à le faire quand on cesse de dépenser son énergie mentale sur des choses qui ne peuvent être réparées. Et qu'on la redirige vers des choses qui le peuvent. Owen a choisi sa chambre lors de la première visite. Il s'est tenu sur le seuil de la plus grande des 2 chambres secondaires, a regardé autour de lui pendant environ 4 secondes, et a dit « celle-ci ». Il avait une vision. Je n'ai pas posé de questions. Nous avons passé un samedi à la peindre. Il a opté pour un vert forêt profond, un choix inhabituel pour un enfant de 8 ans, mais Owen avait toujours eu des opinions bien arrêtées. J'ai fait les raccords le long du plafond tandis qu'il s'occupait du rouleau sur les murs principaux, avec l'intensité concentrée qu'il apportait à tout ce qui lui tenait à cœur. Quand nous avons eu terminé, la pièce sentait la peinture et ressemblait à une forêt, et Owen se tenait au milieu, avec des taches vertes sur ses avant-bras, et a dit que c'était parfait. J'ai lancé une nouvelle ligne de service cet automne-là, des contrats d'entretien préventif pour les équipements de cuisine commerciale, combinés avec le travail de réparation et de revente que je faisais depuis des années. C'était le genre de revenu stable et récurrent qui stabilise une entreprise pendant les saisons creuses. En 4 mois, j'avais 11 contrats. En 7, j'en avais 19. Gérald a conclu un accord avec le Conseil de conformité au printemps. Les termes n'étaient pas publics, mais Robert m'a dit qu'ils impliquaient un remboursement important au compte de la fondation de la fiducie et une restructuration de son implication personnelle restante dans les affaires de la fiducie. Il a conservé son statut de patriarche familial et son nom. L'autorité opérationnelle est restée entre mes mains. Il m'a appelé le lendemain de la formalisation de l'accord. Il a dit, « Je vous dois une conversation que j'aurais dû avoir avec Nathalie il y a 10 ans. » Je lui ai dit que ce n'était pas de sa seule faute. Il a dit, « Peut-être pas. » Nous avons convenu de ne pas être d'accord sur les proportions. Les visites de Nathalie s'étaient installées dans un rythme viable. Elle se présentait les week-ends prévus, était présente et appropriée avec Owen, et communiquait avec moi via l'application de coparentalité sans drame. Elle vivait dans un appartement plus petit à Pasadena. Son travail de fondation était réduit à un seul rôle consultatif au sein d'une organisation à but non lucratif avec laquelle elle avait été impliquée avant que tout ne s'effondre. Ce n'était pas une vie qu'elle avait conçue pour elle-même, mais c'était une vie fonctionnelle. 3 Bravtoft avaient reconnu la paternité du bébé, une fille, m'avait-on dit en passant. Quant à savoir si lui et Nathalie avaient un arrangement quelconque au-delà de cela, je ne le savais vraiment pas, et je ne cherchais pas à le savoir. L'aquarium s'est concrétisé. Owen a nommé ses 3 poissons d'après des reptiles marins préhistoriques, Pio, Mossy et Gary. Ce dernier, il a admis qu'il n'était pas historiquement exact, mais qu'il sonnait bien. Je lui ai dit que Gary était un excellent nom pour un poisson. Il a été d'accord. Un dimanche de novembre, environ 9 mois après le jour où tout s'est effondré dans cette salle de fête prénatale à Riverside, j'étais dans mon atelier annexe, la porte de garage ouverte, travaillant sur une machine à expresso commerciale que quelqu'un avait déposée pour une révision complète. Owen était dans le jardin, lançant une balle de tennis contre la clôture, avec la patience rythmée d'un enfant capable de s'amuser pendant des heures. La lumière de l'après-midi était plate et chaude. Le quartier était calme. Il est venu à l'entrée du garage à un moment donné, la balle à la main, et m'a regardé travailler pendant 1 minute. « Papa » a-t-il dit. « C'est comme ça que ça va être maintenant ?» J'ai posé la clé et je l'ai regardé. « Plus ou moins. »« Qu'en penses-tu » Il a réfléchi avec le sérieux que la question méritait. Puis il a haussé les épaules, a fait rebondir la balle une fois sur le sol en béton, et a dit « J'aime ça ». Il est retourné dans le jardin. J'ai repris la clé et je me suis remis au travail. Certaines choses, on les construit à partir de rien. D'autres, on les reconstruit à partir de ce qui reste. Dans les 2 cas, le travail est le même. Des mains fermes, les bons outils, et assez de patience pour aller jusqu'au bout.